D'accord. Donc oui, on m'a demandé donc de présenter un peu le contexte, de la gestion des milieux humides agricoles, en Lozère, donc zone de moyenne montagne. Du coup, je vais vous présenter quelques exemples de ce que l'on fait auprès des éleveurs. Donc dans le cadre d'une mission d'assistance technique aux gestionnaires zones humides, animée par, l'association Copage. Heu donc sur l'ensemble du département. Donc déjà, juste pour vous présenter le contexte du département, donc on se trouve au sud du Massif central, donc zone de moyenne montagne, effectivement à 1000 mètres d'altitude en moyenne. Et il s'avère que sur le département, on a plusieurs régions naturelles avec des zones calcaires de COS, donc plutôt arides, où vous voyez sur la carte qu'il n'y a pas énormément de zones humides, et par contre des zones granitiques et basaltiques sur lesquels on a une multitude de petites zones humides, alors qui sont pas du tout de la même envergure que les marais littoraux, mais qui comptent quand même énormément sur la surface, puisque d'après les données de 2018, donc pas forcément complètes, d'inventaires qui ont été réalisés à plusieurs périodes successives, on a répertorié 5425 zones humides exactement, et qui représentent plus de 15 000 hectares sur le département. Alors la typologie des zones humides qu'on peut rencontrer sur le département comprennent des tourbières, mais pas seulement. Je vais vous donner l'exemple de l'Aubrac, sur lequel l'inventaire est relativement complet, où on peut répertorier 55% de tourbières, 41% de prairies humides, alors eutrophes ou oligotrophes, qui peuvent être des prairies tourbeuses ou paratourbeuses pour certaines, et on a quelques zones inondables, donc à proximité de petits cours d'eau, et quelques petites zones d'altitude, donc vraiment en tête de bassin, qui sont très ponctuelles. Ces zones-là représentent un enjeu environnemental important, puisqu'elles accueillent un certain nombre d'habitats d'intérêt communautaire, des espèces végétales patrimoniales et également des espèces animales d'intérêt communautaire, qui sont notamment répertoriées dans le cadre des documents d'objectifs des sites Natura 2000. Et bien sûr, ces zones représentent beaucoup d'autres enjeux et de fonctions, et notamment des fonctions agricoles, puisque toutes les zones humides, ou pratiquement toutes les zones humides dans Lozère, sont utilisées soit pour le pâturage, soit pour la fauche, soit pour des usages mixtes. Du coup, on reconnaît bien sûr, et on communique aussi auprès des éleveurs sur ces aspects-là, sur la notion de filtre naturel par rapport au risque pollution diffuse, sur la notion d'éponge pour les réservoirs d'eau, le réservoir de biodiversité, bien sûr, et aussi par rapport à la production d'herbes, qui représente un enjeu sur nos territoires d'élevage important, notamment pour les stocks hivernaux, du fait qu'on est en zone de moyenne montagne. Bien sûr, toutes ces fonctions sont regroupées par rapport à la présence de l'eau, qui compte aujourd'hui par rapport au contexte de changement climatique. Alors actuellement, donc au niveau du Copage, on intervient donc pour animer un réseau d'éleveurs sur la Lozère qui se posent des questions justement sur la gestion de leurs parcelles humides. Du coup, on intervient sur 3 axes principaux en termes de sensibilisation, puisque la première chose que l'on fait quand on va sur le terrain, c'est d'expliquer effectivement ce qu'est une zone humide et pourquoi elle a des intérêts et des fonctions qui peuvent aussi être importantes du point de vue agricole. On apporte des conseils lorsque l'on nous pose des questions par rapport aux pratiques, à l'adaptation des pratiques, que ce soit pour le pâturage ou pour la fauche, ou même des fois pour des aménagements parcellaires du type pour les points d'abreuvement. Et on a aussi mis en place des groupes de travail pour acquérir quelques références suite à un constat d'une méconnaissance de la valeur de ces milieux et de ce qu'on peut justement, de la façon dont on peut les valoriser. Le principe de ce réseau est basé sur une adhésion volontaire et gratuite de la part des agriculteurs. Donc les 2 groupes de travail que l'on a mis en place ont été proposés suite à des échanges avec les éleveurs, puisque l'action du Copage sur les zones humides remonte à déjà quelques années, avec plusieurs programmes successifs, et l'animation de ce réseau a démarré exactement depuis 2018. Du coup, ce qui est ressorti, notamment suite à des périodes de sécheresse récurrentes, notamment depuis les années 2010,
Donc des demandes relatives à l'abreuvement des animaux sur les parcelles, puisqu'en fait, on a des territoires sur lesquels on a beaucoup d'eau, mais pas forcément toujours accessible pour les troupeaux. Donc on avait une problématique de sources des fois qui se tarissaient ou de mauvaise qualité d'eau du fait que les parcelles n'étaient pas aménagées. Et la deuxième demande qui remontait des éleveurs, c'était de travailler sur les prairies de fauche, puisqu'elles représentent quand même un enjeu important. Et du point de vue historique, elles représentent souvent les meilleures parcelles des exploitations, qui sont devenues plus compliquées à entretenir du fait de la mécanisation notamment. Du coup, depuis quelques années, on acquiert des références sur les analyses fourragères et sur les pratiques qu'ont les éleveurs de leurs parcelles. Par rapport à des questions qui remontent du coup ces dernières années en lien avec le changement climatique, du coup, suite aux sécheresses récurrentes pour lesquelles on a des arrêtés pratiquement chaque année en Lozère qui sont plus ou moins étendus sur le département, on se pose bien sûr la question de l'impact quantitatif pour l'élevage par rapport à la production de la biomasse, notamment la façon de valoriser l'herbe issus de ces milieux et par rapport à l'accessibilité de la ressource en eau pour l'abreuvement. Et du point de vue qualitatif, on a observé des augmentations importantes de température d'eau dans les milieux aquatiques, des pics importants de bactériologie qui sont observés aussi bien dans les milieux humides mais aussi dans les cours d'eau qui sont connectés, et des questions qui relèvent de l'état des milieux, notamment suite à des phases d'aménagement qui datent déjà d'il y a quelques années, de drainage notamment, de rectification des cours d'eau, mais aussi du coup du fait des pratiques agricoles par rapport au pâturage, par rapport aux aménagements de rigoles, notamment pour la pratique de fauche. Et on se pose des questions effectivement sur l'évolution des milieux humides du fait que du changement d'utilisation qui peut être observé par rapport au changement climatique. Donc l'impact carbone a été évoqué pas mal. On n'a pas de mesures explicites là-dessus, mais effectivement la minéralisation des milieux humides suite aux assèchements de surface pose question, même si du premier abord ça paraît plutôt positif du point de vue des éleveurs. Je vais vous présenter très très rapidement quelques résultats qui sont issus de ces groupes de travail, notamment suite à un premier stage qui avait été réalisé sur les prairies humides de Fauche, où une trentaine d'éleveurs nous avaient proposé de mettre à disposition leurs parcelles pour faire des relevés floristiques. Du coup, on a pu recenser en fait de façon non exhaustive des parcelles quand même assez riches au niveau de la diversité floristique, qui regroupent entre une vingtaine et plus de 40 espèces sur un réseau du coup d'une trentaine de parcelles. Et de fait, on a eu la confirmation de la richesse floristique suite à 2 concours des pratiques agroécologiques qui ont été organisés l'année dernière et l'année d'avant sur l'Aubrac, qui portaient précisément sur les prairies humides de Fauche, de relevés du Conservatoire botanique national qui allaient jusqu'à plus de 80 espèces sur certaines parcelles. La répartition de ces espèces, du coup, est présentée dans ce petit graphique pour montrer en fait le poids que pèsent les plantes diverses, les plantes à fleurs, qui sont souvent mises de côté dans les analyses fourragères au privilège des graminées et des légumineuses, mais qui prouvent aussi que certaines espèces dites diverses en fait comptent pour beaucoup dans la composition floristique des prairies et valorisées pour leur valeur fourragère. Donc ça, c'est un premier point. De fait, on a pu évaluer les rendements moyens sur ce type de parcelles qui sont autour de 3 à 4 tonnes matière sèche par hectare, qui est une moyenne, bien sûr, sur l'ensemble des parcelles visitées, mais qui, en fait, s'avère être très stable d'une année sur l'autre, contrairement à d'autres prairies plus séchantes qui peuvent avoir une variabilité beaucoup plus prononcée selon les années. De fait, on est sur des parcelles d'altitude qui sont souvent fauchées tardivement, donc à des températures de 1300 degrés jour en cumulé, qui ne font l'objet que d'une seule coupe du fait de la tardivité de la végétation, mais qui sont souvent pâturées au regard en fait en fin de saison, donc à partir de fin août jusqu'à mi-octobre souvent, donc qui sont valorisées souvent de façon mixte en fait pour la fauche et pour le pâturage.
Il s'avère que les analyses qu'on a réalisées sur les foins issus de ces parcelles montrent qu'on a une digestibilité de la matière organique qui est correcte, qui peut être très comparable par rapport aux prairies naturelles sèches, avec une valeur énergétique plutôt moyenne, de 0,6 unités fourragères lait en moyenne, et une valeur azotée qui est assez variable d'une année sur l'autre et qui peut parfois être supérieure à 100 grammes par kilogramme de matière sèche, ce qui représente une valeur de très bonne prairie naturelle de fauche. De fait, ces parcelles, du coup, apportent réellement un intérêt pour la fauche, puisque peu coûteuses à l'entretien, du fait qu'elles sont déjà naturellement riches au niveau du sol. En fait, les agriculteurs y apportent peu de fertilisation, même si souvent elles sont quand même fertilisées. Et on a une qualité fourragère qui est moyenne, mais parfois meilleure que les prairies sèches, en fait. Notamment, ça s'est vérifié sur les années sèches. Mais représente tout de même une contrainte qui est à reconnaître, hein, en fait, au niveau de la mécanisation, notamment les années pluvieuses, comme cette année où on a eu un printemps très pluvieux et où finalement les foins se sont étalés sur plusieurs mois. Donc ça, c'était une présentation succincte des résultats sur les prés de fauche. Et je vais vous présenter maintenant quelques exemples d'aménagements qui sont réalisés pour l'abreuvement. L'objectif étant justement de permettre un accès à l'abreuvement de façon à préserver au mieux les milieux humides dans lesquels on va trouver la ressource en eau. Du coup, l'idée étant de communiquer sur des techniques innovantes et de veiller à bien localiser les points d'eau qui permettraient de fournir suffisamment d'eau en quantité pour les troupeaux, mais tout en maintenant le fonctionnement hydraulique des milieux humides. Vous avez 3 exemples sur de photos là d'accès direct au cours d'eau aménagé, de pompes à pâture et de pompes solaires en fait qui permet dans certains cas d'alimenter plusieurs parcelles pour l'abreuvement. Pour vous refléter un peu le nombre de demandes que l'on a eues ces dernières années, avec l'exemple de 2020 qui a été une année relativement sèche en Lozère, on a un nombre de demandes qui augmente d'année en année, notamment les années sèches, justement. Et en fait, la plupart des demandes portent justement sur des questions relatives à l'accès aux points d'eau. Et je vous ai mis quelques photos pour illustrer un peu les cas que l'on peut rencontrer sur les parcelles, et notamment les problématiques qui se posent du fait du non-aménagement des parcelles et que les vaches vont directement boire en fait, dans le milieu humide. Donc ça occasionne effectivement des problèmes de piétinement et de dégradation au niveau floristique de ces milieux. Ces cartes vous reflètent l'évolution des demandes, hein, du fait que de plus en plus on est amené à parcourir toute la Lozère en fait, pour répondre à des demandes d'éleveurs, donc qui sont basées principalement sur les zones où se trouvent les zones humides, bien sûr. Alors là, c'est voilà pour vous montrer. Alors ce qui est pris en compte pour justement la qualité de l'eau d'abreuvement du point de vue des éleveurs, puisque c'est un point d'entrée justement pour montrer quel est l'intérêt aussi du point de vue agricole d'aménager des points d'eau. On regarde principalement toute la partie bactériologique qui est apportée lorsque les troupeaux sont présents sur les parcelles. Et donc, en lien avec le laboratoire départemental d'analyse, on réalise plusieurs prélèvements sur des sites qui ne sont soit pas aménagés et sur lesquels il y a des projets d'aménagement, et sur des sites qui ont été aménagés avec la présence de bacs, notamment des bacs avec des niveaux constants qui permettent de minimiser le prélèvement d'eau à la source. Donc on regarde principalement donc, la présence d'Escherichia coli d'entérocoque, de spores sulfato-réductrices, et on regarde également la température de l'eau, le pH et la conductivité, la turbidité relative du coup à la présence des troupeaux dans les parcelles. Sachant que, pour rappel, il n'y a pas vraiment de normes de qualité d'eau pour l'abreuvement. Les normes ne sont valables aujourd'hui que pour l'eau potable, mais que globalement, on considère qu'il faut un minimum de germes dans l'eau pour que l'eau soit de bonne qualité, et ça s'applique également pour les troupeaux, puisque malgré l'adaptation des troupeaux à certaines conditions d'abreuvement, on peut observer parfois des problèmes sanitaires, des baisses de performance du fait d'un manque d'eau, en fait, aussi
un problème de consommation alimentaire et parfois des atteintes qui peuvent être observées sur la reproduction des troupeaux, des animaux. On a également donc mis en place des sondes de température qui permettent, donc malgré les quelques prélèvements que l'on réalise à peu près 1 fois par mois pendant la saison de pâturage, on mesure également l'évolution de la température en continu en gros de fin mai jusqu'à début octobre, qui représente à peu près les 6 mois de pâturage sur les estives d'altitude. Et du coup, pour vous illustrer les résultats, en fait, on a fait des mesures sur une source, donc en amont d'un petit cours d'eau qui est alimenté aussi par des eaux issues de tourbières, qui montrent que la température est relativement stable au niveau de la source, contrairement du coup à 2 autres points de prélèvement sur un petit cours d'eau qui traverse donc une estive, sur lequel les animaux viennent s'abreuver. Du coup, vous voyez en fait le premier graphique avec une moyenne de température qui varie de 2 degrés à 18 degrés 5, donc déjà un peu plus élevé qu'à la source, où ça reste relativement proche des 6 degrés. Et au point aval 2, donc qui est un point un peu plus à l'aval justement du cours d'eau, mais beaucoup plus piétiné, on remarque aussi des hausses de température beaucoup plus élevées, jusqu'à 26 degrés, en sachant que sur ces petits cours d'eau, où on a la présence potentielle de la truite fario, on arrive du coup à des températures qui sont jugées létales. De la même façon, on observe également des pics de turbidité liés à la présence des troupeaux et notamment un pic qui est observé en période la plus sèche, donc là où la concentration en bactéries et le piétinement est beaucoup plus marqué puisque le débit d'eau étant plus bas sur le cours d'eau. Et notamment, donc vous voyez ici le pic de bactéries qui sont observés et là c'est les résultats de 2018 où on voit que au mois d'août, suite au passage du troupeau en fait sur le point d'abreuvement, on a un pic très très élevé qui monte jusqu'à plusieurs milliers de bactéries, notamment Escherichia coli et également des entérocoques. Donc avec une préoccupation quand même de qualité d'eau liée à la présence des troupeaux, donc à la fois dans les cours d'eau comme dans les milieux humides, puisque le résultat serait le même. Donc vous voyez en fait notamment sur les photos que je vous présente les différences de turbidité que l'on voit donc sur les 3 points de prélèvement dans les petits flacons que vous avez en bas et le type d'aménagement sur lequel on travaille, donc puisqu'on a fait également des prélèvements d'eau donc dans des bacs aménagés avec des niveaux constants, donc des flotteurs qui permettent justement de ne prélever à la source que l'eau qui est consommée par les animaux. Donc après cet aperçu d'actions que l'on met en place, en fait, on a pas mal de questionnements qui se posent, donc par rapport au changement climatique, mais par rapport aussi à l'usage de ces milieux humides, que l'on connaît de mieux en mieux. En fait, on peut voir effectivement qu'on a encore des aménagements qui pourraient améliorer l'état des milieux humides, mais que avec le changement climatique, on a potentiellement un usage qui peut s'intensifier de ces milieux, notamment en période sèche, où les vaches du coup se reportent sur les milieux humides pour pâturer, et avec des risques de dégradation sur lesquels on peut se poser des questions, notamment liées au piétinement, donc au chargement animal, à la gestion des drainages existants, puisqu'en fait on a eu des travaux de drainage qui ont été avérés sur plusieurs régions de la Lozère historiquement. Donc aujourd'hui on les considère plus comme des zones humides fonctionnelles, mais par contre on a toujours des prairies de fauche sur lesquelles on a des réseaux de rigoles qui ne sont ici pas considérés comme des réels drainages comme avec des drains enterrés, mais qui ont pour objectif d'améliorer la mécanisation des pratiques, des parcelles. Pardon. Le but étant, du point de vue des éleveurs comme du point de vue des milieux humides, de préserver la fonctionnalité des milieux pour qu'elles puissent répondre aux enjeux liés à la ressource en eau, à la biodiversité, à la production d'herbe, mais aussi comment maintenir justement ces pratiques agricoles, pâturage et fauche, sans mettre à mal à terme les milieux. Voilà, merci.
Merci Yann. Nous avons eu donc un bon regard sur ce qui se fait en Lozère. Il va être intéressant de pouvoir à la fois comparer ou d'avoir donc un autre cas de figure avec une autre partie du Massif central, avec une autre cellule d'assistance technique en Limousin qui va nous être présentée à l'instant par Thomas Jouillat du Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose, d'ailleurs nous sommes un petit peu en retard, mais qu'on regroupe les questions peut-être pour regarder justement ce que ces deux éclairages nous apportent ensemble et peut-être des différences. Hein, peut-être Thomas. Geneviève, qu'est-ce que vous allez nous dire? Quels sont les chargements en UGV par hectare sur les parcelles tourbeuses? Oui, ça on peut passer à une question très pratique. Et comment est pris en compte le tassement du sol et l'altération de la tourbe? Parce que ça c'est quelque chose qui va être intéressant pour notre débat peut-être aussi en fin d'après-midi, parce que là on a vu les aspects de biodiversité, et puis des aspects bien sûr aussi en rapport avec les animaux, la productivité et tout ça, mais dans quelle mesure, puisque nous sommes en tourbière, cette altération de la tourbe est-elle prise en compte, Anne? Alors en termes de chargement, déjà pour répondre, en fait on travaille aussi sur la mise en place de mesures agro-environnementales pour lesquelles on apporte des préconisations de chargement. Du coup, globalement, on considère que, alors on parle plutôt de chargement instantané ou de pression pastorale pour le coup. Et sur les tourbières, on veille dans tous les cas à ce que le chargement soit inférieur à 1 UGB par hectare. C'est-à-dire si on fait le rapport avec l'élevage bovin, on considère que on peut avoir une vache et son veau par hectare, en gros sur les tourbières. Et dans le cas où on a des troupeaux importants, mais qui changent, en fait, qui ne restent pas en permanence sur la parcelle, on admet des fois un chargement un tout petit peu plus élevé, mais en veillant à ce que la période de pâturage soit adaptée, notamment sur les périodes plutôt sèches. Par rapport au tassement de la tourbe, en fait, quand on réalise une expertise sur les parcelles humides, on fait régulièrement des sondages pédologiques et on a aussi une gouge, pardon, je trouvais plus le mot. On a une gouge qui nous permet, dans certains cas, d'évaluer justement la présence de tourbe sur les parcelles, alors ce qui n'est pas toujours le cas. Et de fait, on est souvent confronté en Lozère avec des sols qui sont plutôt peu profonds. Et de fait, se pose souvent la question de la fonctionnalité de la tourbière en tant que telle. Voilà, le groupe d'études sur les tourbières justement est venu chez nous dernièrement là, et donc a pu regarder ce qui se passait sur certaines tourbières. Mais effectivement, c'est des choses qu'on peut vérifier. Et de fait, par le biais d'observations, notamment visuelles, de piétinement, voire des compléments sur la flore et le sol, on peut des fois être amené à proposer à des éleveurs de faire des mises en défense, carrément, d'empêcher le pâturage sur certaines zones qui paraissent les plus sensibles. Bien, merci beaucoup pour ces précisions.